Donc, chers amis de la liberté, bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez assister à une visioconférence en collaboration entre nous-mêmes, les amis de la liberté, et les amis des éditions de la Maurie. Je vous les présente d'ailleurs, Bernadette Griot, qui est l'éditrice, Alain Frex et Michel Séolé, qui sont vice-présidents et présidents de l'association des amis de l'Armorie. Alors, je laisse à Bernadette le soin de présenter cette maison d'édition et ce qu'elle fait. Bonjour. La maison d'édition de l'Armorier a été créée en 1995 par Jean Principal avec le désir d'éditer, de trouver des textes et atypiques. Aussi bien des romans, de la poésie, des essais on n'avait pas encore fait jusqu'à l'an 2015 pour les 20 ans de la maison d'édition, où on s'est posé la question de créer une collection qu'on appellera la collection bio, parce que biographie est au double sens du mot bio, c'est-à-dire le vivant, tout ce qui nous est nécessaire, qui est vital aujourd'hui. Et on a commencé avec Blanqui, ce qui peut paraître paradoxal, mais non, on avait très envie de reparler de cette époque déjà, de la commune. On a prolongé avec les pétroleuses, et aujourd'hui, on complète avec le dictionnaire de la commune de Bernard Noël, qui avait également écrit une préface des pétroleuses et de Blanqui. Donc, pour rentrer plus profondément dans le dictionnaire, je vais donner la parole à M. Tiberti et vous présenter Alain et Michel qui ont créé, avec Raphaël Monticelli, l'association de soutien aux éditions de la Maurie. Voilà, sachant que le marché du livre est très 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 difficile, qu'on n'était que deux, même avant Jean Principal a commencé tout seul, et il a été aidé par l'initiative de créer cette association des amis de la Maurie qui a 170, 180 adhérents, et qui est très importante pour nous. Alors, la période révolutionnaire de la commune s'étend du 18 mars au 28 mai 1871. 72 jours à peine. Mais 72 jours qui marquent l'histoire de France et au-delà. 72 jours, on agite un tas d'idées, de propositions, mais qui débouchent sur peu de mesures concrètes. 72 jours, ça n'est pas beaucoup. Et ces 72 jours, c'était un mois et demi, donc 2 mois et demi à peu près, qui se termineront dans un bain de sang. Alors, l'insurrection débute donc le 18 mars. Elle prend rapidement, spontanément, une dimension révolutionnaire qui surprend ses auteurs, le peuple de Paris, mais qui n'est pas étonnante. Paris, en effet, tout au long de son histoire, connaît des émotions, comme on disait alors, liées à la fin, souvent, mais de plus en plus politiques, parce que c'est surtout la ville des révolutions, 1789, 1830, 1848, cette dernière débouchant déjà sur une répression féroce, dont les Parisiens se souviennent encore 23 ans plus tard. Sous la ville ne se résigne pas. Elle élit des opposants républicains pour la plupart aux élections de 1869. Elle vote non au plébiscite de 1870. Là-dessus, la guerre contre la Prusse, la défaite de Sedan et la captivité de Napoléon III, qui entraînent la proclamation de la République, le 4 septembre 1870. Les Parisiens commencent dès lors de suite à s'organiser, à manifester, parce qu'ils redoutent que la République leur soit confisquée, comme en 1848. Les clubs, les journaux, les espaces de discussion se multiplient. Près de la moitié des Parisiens sont des ouvriers. Ils travaillent en atelier jusqu'en usine. Ils sont très qualifiés et pour bon nombre d'entre eux, ils sont donc très instruits. Pour l'époque, bien sûr. Ils lisent les journaux, ils savent s'exprimer et ils sont sensibles aux idées que l'on qualifie déjà de socialistes. Ils sont soit adhérents à l'Internationale des travailleurs qui vient de se créer à Londres, partisans de Blanqui ou partisans de Proudhon ou de Fourier, ou encore nagent dans le souvenir, vivent dans le souvenir de la grande révolution des Jacobins, ou bien simplement ils se définissent comme républicains. Au-delà des différences parfois nettes, ils ont un idéal commun, la République.
Et cette République, ils la veulent sociale, et pas seulement libérale. Ils veulent qu'elle améliore le sort des plus humbles. Un mot, que grâce à elle, le travail soit rémunéré à son juste prix. Et cette République-là, au-delà des ouvriers, elle plaît à la plupart des artisans, des boutiquiers, des vendeurs, des petits fonctionnaires qui composent avec les ouvriers, donc, l'immense majorité du peuple de Paris. Alors, il ne faut pas s'étonner, mais elle ne séduit guère, en revanche, la bourgeoisie et ses héros, Adolphe Thiers, Jules Simon, Jules Ferry, Jules Favre, qui ont pris en main le gouvernement provisoire, à leur profit. On parlera d'ailleurs de République des Jules. Et ils se méfient des Parisiens de leurs idées dangereuses, la justice sociale, l'égalité, n'importe quoi. Mais à partir du 19 septembre 1870, la guerre tourne mal, très mal, Paris est assiégé par les Prussiens. Pour la défendre, des troupes régulières, bien sûr, mais essentiellement des Parisiens eux-mêmes, organisés en bataillons par arrondissement au sein d'une garde nationale qui élit elle-même ses officiers. Et ces bataillons de la garde nationale sont chapeautés par un comité central. Malgré une large supériorité numérique, le général Trochu, qui commande la place de Paris, se refuse à attaquer pour dégager la ville. Surtout au début, lorsqu'il a une supériorité numérique face aux Prussiens qui sont divisés sur plusieurs fronts. Quand il s'y résignera, les sorties seront organisées de façon tellement calamiteuse qu'elles échoueront piteusement. Et la capitulation honteuse de Bazaine à Metz le 27 octobre permet aux Prussiens d'envoyer des renforts et d'investir totalement Paris. Dès lors, les conditions de vie des assiégés s'aggravent. Le froid, la faim, les tenailles, parce que maintenant, le ravitaillement ne passe plus. Les chats, les chiens, les animaux du zoo, les rames sont mangés. Les bombardements s'intensifient. Les souffrances et les morts s'accumulent. Malgré les efforts de Gambetta, qui a réussi à s'extraire de Paris et qui forme activement quelques armées en province, ces armées, mal commandées, ne peuvent contrer l'invasion. D'ailleurs, leur coordination est nulle, ou presque, et leur commandant, je vous l'ai dit, pas vraiment à la hauteur. Certains membres du gouvernement engagent d'ailleurs des tractations secrètes avec Bismarck, Jules Favre et Thiers en particulier. Et le 28 janvier, Paris doit capituler et un armistice est signé à Versailles. Pourquoi ce renoncement? Alors que, malgré les défaites militaires, la situation des troupes allemandes reste précaire. Elles n'occupent qu'un quart d'un vaste territoire qu'elles contrôlent mal, peinant à éliminer une résistance spontanée de, j'ose pas dire maquisard, c'est un anachronisme, mais une résistance réelle qui contrarie leurs efforts. Lisez Maupassant, il a rendu un témoignage en ce sens. Alors, pourquoi donc cette reddition en race campagne? Mais parce que la République des Jules, parce que Thiers, parce que Trochu ne veulent pas d'une victoire qui serait aussi celle de Paris, des partisans de la République sociale. D'ailleurs, Thiers l'a bien dit, la République sera conservatrice ou elle ne sera pas. Et donc, pour conjurer ce mauvais sort, une République sociale, il vaut mieux capituler. Est-ce que ce serait une vision idéologique dictée par l'esprit partisan de notre serviteur? Même pas. Il suffit de se reporter aux déclarations des individus cités plus haut devant la commission d'enquête parlementaire réunie à l'été 1871 par l'Assemblée nationale. Et ces breuvaisons s'y vantent, Trochu notamment. Ils se vantent d'avoir sciemment empêché tout succès militaire. Victor Hugo avait raison. Il est bien, ce brave Trochu, le participe passé du verbe trochoir. Pensez à quoi là? Plutôt Hitler que le Front populaire? Le 8 février, en tout cas, se déroule l'élection de l'Assemblée nationale selon la volonté de Bismarck, qui veut que les conditions de paix draconiennes qu'il va imposer soient cautionnées par une autorité élue, et non pas par un gouvernement provisoire. Le résultat est net. Les monarchistes sont largement majoritaires. Les républicains, élus essentiellement dans les grandes villes, dont Paris, ne représentent qu'un quart de l'Assemblée. Cette Assemblée, elle se réunit à Paris. Elle se réunit à Bordeaux, excusez-moi. Elle se réunit à Bordeaux, elle nomme Thiers chef du pouvoir exécutif provisoire de la République française. Il y a un paradoxe. Cette assemblée de notables ruraux, royalistes, qui installe une république. En réalité, le nom du régime importe peu. Ce qui compte, c'est la mise en place d'un gouvernement fort qui maintienne de l'ordre dans les provinces. Il ne faudrait pas revivre la Grande Peur de 1789. Et cette république doit aussi mettre au pas les Parisiens et qu'elle règle la fin de l'occupation prussienne.
Elle accepte donc les conditions de Bismarck, sans trop discuter. Perte de l'Alsace et une partie de la Lorraine, paiement d'une indemnité de 5 milliards de francs or. On s'imagine mal la seule que ça représente à l'époque, c'est colossal, il s'agit de francs or. Et en tout cas, ça permettra, donc la République va lancer un emprunt qui permettra aux grandes fortunes de France, aux banquiers, de réaliser de confortables plus-values, aux dépens d'ailleurs des plus humbles. L'Assemblée prend aussi toute une série de mesures qui sont à la fois vexatoires et même provocatrices vis-à-vis des Parisiens, tout en les pénalisant fortement au niveau financier. Bon, d'abord, elle s'installe à Versailles. Versailles, la ville des rois. Ça signifie ainsi son mépris pour la capitale. Ensuite, elle annule les retraits gratuits des objets engagés au mont-de-piété, alors que, pendant le siège, beaucoup de familles ont engagé leurs rares biens, quelques pauvres bijoux et surtout des objets usuels, des matelas, des meubles, des ustensiles de cuisine, etc. Elle abroge aussi le moratoire des loyers et des effets de commerce. 151 protées, c'est-à-dire sur le début de procédure judiciaire, sont engagés en 4 jours. Enfin, elle supprime pratiquement l'indemnité que gardaient les gardes nationaux et qui était le seul revenu car le chômage règne, vous vous en doutez bien. En vérité, non seulement elle humilie les Parisiens, mais en plus elle les réduit à la misère. Pour couronner le tout, le 18 mars, Thiers tente de faire enlever les canons de la ville, payés par les Parisiens eux-mêmes, rassemblés au pied de Montmartre. C'est à la fois ces canons le symbole de leur héroïsme durant le siège et aussi leur bien propre. Et en leur confisquant ces canons, Thiers nie, en gros, nie leur héroïsme et les punit d'avoir prouvé leur patriotisme. Alors Paris se révolte, là aussi, spontanément. La population de Montmartre, les femmes en premier, descendent dans la rue pour s'opposer à l'enlèvement des canons et commencent à fraterniser avec la troupe. Le général Lecomte, qui commande donc cette troupe, ordonne de tirer. Il y a un mort. Mais les lignards, les soldats de ligne, mettent crosse en l'air, un peu partout, dans d'autres quartiers, à Belleville, La Villette, au Luxembourg, là aussi des canons étaient regroupés, la même scène se reproduit, et la troupe refuse de tirer. Le général Lecomte, et puis son collègue Thomas, un des bourreaux de 1848, qui se mêlait au badaud, comme ça, l'air de rien, et qui est reconnu. Ils sont arrêtés et fusillés. Clément, c'était un des bourreaux de 1848. C'est le début de la Commune. L'armée évacue la capitale, moins un certain nombre de soldats qui se sont joints à l'insurrection. Le comité central de la garde nationale assume les responsabilités politiques, il amnistie les prisonniers politiques, annonce des élections municipales et nomme des commissaires aux finances, à l'intérieur, etc., tout en laissant la place aux 20 maires d'arrondissement. Il n'y a pas de vide. Le 26 mars est élu le Conseil général de la Commune de Paris, un organe qui sera tout à la fois législatif et exécutif du pouvoir. Et la Commune, dans la foulée, forme un gouvernement avec des responsables aux finances, par exemple, ce sera Jourdan, à la Sûreté générale, Rigaud, au travail, Marlon, à la justice, Vermorel, etc., etc. Alors les outils sont là, pour adopter des mesures progressistes et mettre en place un ordre économique et social nouveau attendu par les Parisiens. Pourtant, on discute beaucoup. Si un tas d'idées nouvelles, de propositions audacieuses sont débattues, peu de mesures concrètes sont adoptées. Pourquoi ? D'abord, on l'a vu tout à l'heure, les communards viennent d'horizons politiques très différents, avec des idées parfois diamétralement opposées. Par exemple, difficile de trouver un point commun entre un proudhonien, farouchement opposé à la grève et à l'émancipation des femmes, et un internationaliste comme Varlin, qui organisa plusieurs grèves victorieuses sous l'Empire et qui milite pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cette différence se retrouve à tous les niveaux. Quelle organisation du travail? Quelle organisation de la propriété? Quelle forme de l'État? Quel gouvernement? D'abord, faut-il un État? On discute de tout, à l'infini. On crée des commissions, des sous-commissions, on rédige des rapports, on programme de grands principes. La terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Là, chacun s'y reconnaît. Mais dès qu'il s'agit de prendre des mesures concrètes, c'est difficile de décider. Autre handicap, il y a une réelle rivalité entre le comité central de la garde nationale, qui a remis ses pouvoirs mais qui reste en fonction, et le conseil général de la commune. Chacun prenant des initiatives sans trop tenir compte de l'autre.
Plus tard, le 28 avril, il y aura même un nouvel organe exécutif, le comité de salut public, qui ajoutera, disons-le, un peu de pagaille. Du coup, prendre une décision énergique et rapide relève de la mission impossible. Et cela deviendra dramatique lorsque les combats reprendront. En effet, le 29 mars, la priorité passe à la défense, au mode survie, parce que la commune est en guerre. Les Versaillais attaquent et fusillent les fédérés pris les armes à la main. Malgré tout, quelques mesures importantes sont prises, et même si elles sont pour la plupart abrogées par tiers, il mérite qu'on s'y arrête. Alors, un nouveau drapeau, le rouge, bien sûr, et l'abolition de l'armée de métier. Plus concrètement, des mesures économiques et sociales d'abord, sur les dépôts au mont-de-piété, le moratoire sur les loyers, les effets de commerce, la remise en exploitation des ateliers abandonnés et leur gestion par les travailleurs eux-mêmes, la réquisition des appartements vides pour ceux dont le logis a été détruit pendant le siège, la surveillance des marchés, des fournitures militaires, l'abolition du travail de nuit pour le boulanger, pour commencer, l'interdiction des amendes et des retenues arbitraires sur les salaires. C'est peu, mais les Versailles hurlent au viol de la propriété et l'atteinte à la sacro-sainte liberté du travail. À défaut de légiférer sur le divorce, faute de temps, la commune décrète que les blessés et tués au combat, leurs veuves et orphelins, y compris illégitimes, ont droit à pension. Les maisons closes sont fermées. Et on propose la réinsertion des prostituées. La commune proclame la séparation de l'Église de l'État et charge Édouard Vaillant de mettre en place une école laïque, obligatoire, gratuite, ouverte aux filles et à l'enseignement technique. Les Versaillais dénoncent la décrépitude morale et l'attentat contre la famille. À la lettre E du dictionnaire de la commune, on peut lire ceci. Enseignement. Tous les socialistes français, de Saint-Simon à Blanqui, furent persuadés que l'instruction obligatoire bouleverserait la société. L'instruction, c'est le pain aussi bien que la liberté. Et il soulignait que l'instruction seule pouvait former des citoyens responsables. La commune, préoccupée avant tout de servir le peuple, ne s'occupa pratiquement que de l'enseignement primaire. L'enseignement intégral devait assurer une double formation, intellectuelle et professionnelle. Il faut, écrivait Henri Bélanger, que dès son jeune âge, l'enfant passe alternativement de l'école à l'atelier, afin qu'il puisse, de bonne heure, gagner sa vie, en même temps qu'il développera son esprit par l'étude et la pensée. Le but de cet enseignement est de réaliser l'égalité sociale, en formant des ouvriers intellectuels qui se délasseront de leur travail de producteur en cultivant les arts, les lettres et les sciences. Quant à sa base, c'est exclusivement la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part toujours de l'observation des faits, quelle qu'en soit la nature, physique, moraux, intellectuels. Le journal officiel du 12 mai publie un texte signé Amouroux, Arnoux, Clémence, Gérardin, Le Français, qui résume les principes de l'école nouvelle et leur application. La somme des connaissances humaines est un fonds commun dans lequel chaque génération a le droit de puiser sous la seule réserve d'accroître le capital scientifique accumulé par les âges précédents, au bénéfice des générations à venir. L'instruction est donc le droit absolu pour l'enfant, et sa répartition un devoir impérieux pour la famille ou à défaut pour la société. Seule l'instruction rend l'enfant, devenu homme, réellement responsable de ses actes envers ses semblables. Comment, en effet, exiger l'observation des lois si les citoyens n'en peuvent pas même lire le texte? Mue par ces principes indiscutables, la Commune de Paris organisera l'enseignement public sur les bases les plus larges possibles. Mais elle a dû d'abord veiller à ce que désormais,
la conscience de l'enfant fut respectée et rejeté de son enseignement tout ce qui pourrait y porter atteinte. L'école est un terrain neutre sur lequel tous ceux qui aspirent à la science se doivent rencontrer et se donner la main. C'est surtout dans l'école qu'il est urgent d'apprendre à l'enfant que toute conception philosophique doit subir l'examen de la raison et de la science. La commune ne prétend froisser aucune foi religieuse, mais elle a pour devoir strict de veiller à ce que l'enfant ne puisse pas, à son tour, être violenté par des affirmations que son ignorance ne lui permet point de contrôler ni d'accepter librement. Apprendre à l'enfant à aimer et à respecter ses semblables, lui inspirer l'amour de la justice, lui enseigner également qu'il doit s'instruire en vue de l'intérêt de tous, tels sont les principes de morale sur lesquels reposera désormais l'éducation publique communale. Donc, malgré de grandes idées, on l'a vu, peu de choses concrètes, donc, parce qu'il faut aussi organiser le quotidien, ce à quoi vont se consacrer les meilleurs militants qui fuient souvent les débats stériles de l'hôtel de ville où siège la commune. C'est ainsi que le ravitaillement, n'oublions pas que Paris est assiégé une seconde fois par les Versaillais, c'est ainsi que le ravitaillement sera assuré de manière régulière malgré le blocus. Les Allemands, je vous le rappelle, sont toujours au nord et à l'est, et les Versaillais partout ailleurs. Il n'y aura pas de hausse des prix du marché noir. Il y aura de nombreuses marmites, qui sont des sortes de soupes populaires pour les plus démunis. La police est réorganisée et contrôlée par les fédérés eux-mêmes. Les fédérés, c'est-à-dire les communards, c'est le nom qui se donne. Et ça permettra à Edmond de Goncourt, farouche ennemi, je ne dis pas adversaire, ennemi de la commune, d'écrire dans son journal que jamais la ville n'a été aussi sûre. Il était tout étonné, le pauvre. Camille Treillard, un communard, réorganisera l'assistance publique et les hôpitaux, obligeant, ce qui est honteux, vous vous en doutez, certains médecins et religieuses, réticents jusque-là, à soigner aussi les blessés de la commune. Pire, il remplace les noms religieux donnés aux saints par des noms laïcs. Il y a une justice. Il sera arrêté chez lui et fusillé dans la foule. Sans règlement, bien entendu. Quand même. Au-delà de ces mesures, il faut bien se souvenir que la commune est une période d'intense réflexion, de discussions passionnées, de débats, soit dans les clubs, les assemblées, les mairies, les trottoirs, la presse, les bistrots. Et nombre de ces débats, et surtout l'action, permettront de faire évoluer les positions de la classe ouvrière. Faute de temps, je n'évoquerai qu'un thème, la place des femmes. Comme Olympe de Gouges, vous savez, la grande dame de la Révolution, en 1793, elle ne réclamait pas le droit de vote. Les filles de la commune non plus, enfin pas encore. Elle réclame le droit de combattre pour la République sociale, les armes à la main. Elle l'obtient, ou plutôt, elle le prend. Sur les barricades, les machos bilieux se taisent net. Et elles font le coup de feu comme Louise Michel, comme Elisabeth Dimitrieff, Nathalie Lemel, dont la biographie figure dans le dictionnaire. D'ailleurs, les Versaillais leur rendront un hommage involontaire en fusillant un millier d'entre elles, prises les armes à la main. Donc, toutefois, sans avoir violé un certain nombre, malgré leur répulsion naturelle pour ces femelles qui ne ressemblent à des femmes que lorsqu'elles sont mortes, comme l'écrit avec sa délicatesse coutumière Alexandre Dumas fils. Les mesures sur le mariage, la prostitution marquent une évolution. Surtout, la notion d'égalité entre les sexes s'impose peu à peu face à l'argument selon lequel le travail des femmes concurrence durement celui des hommes car elles sont moins payées, ce qui est une aubaine pour les patrons. Verlaine répond superbement qu'il n'a qu'à les payer comme des hommes. Tout cela indigne les bons bourgeois versaillais qui vendent ces femmes des hyènes furieuses, des hystériques, etc., etc. Vous avez donc des exemples d'injures choisies dans le dico. Mais jamais misogynie et haine de classe ne firent aussi bon ménage. Et ça, j'insiste là-dessus, cette volonté, cette capacité des communards, en grande partie des ouvriers à gérer leurs propres affaires, ça va laisser des traces. Eh bien, à l'article femme, on peut lire ceci. La commune, les femmes en sont presque les initiatrices, car au matin du 18 mars, ce sont elles qui paralysent la troupe en encombrant les rues, en se mêlant aux soldats
en les appelant à fraterniser avec les Parisiens. Durant les jours qui suivent, Paris est une fête, dont l'apogée est la proclamation de la Commune. Il semble alors que la vie va pouvoir recommencer, mais lavée cette fois de tout ce qui la rendait obscure. La confiance règne chez les femmes, car la Commune a pris des mesures simples et pratiques. Suspension des dépôts dans les monts de piété, remise des loyers. La misère n'est pas tellement moindre, mais il y a de la justice dans l'air. Le 2 avril, de nouveau, on entend le canon. Versailles attaque. Les femmes descendent en masse dans les rues. Elles craignent un nouveau siège, le recommencement des mêmes souffrances. Elles veulent marcher sur Versailles, aller porter là-bas la vérité de Paris. Les gardes nationaux ne leur laissent pas franchir les portes. Elles forment de nouveaux cortèges le lendemain et le surlendemain. Mais déjà, il n'est plus question d'aller convaincre. Il faut se battre. Et elles le crient. Parmi les femmes de la Commune, on retrouve les principales militantes des années 60. Nathalie Lemel, André Léo, Louise Michel, Paul Mink, Marguerite Tinaire, et des socialistes comme Elisabeth Dimitrieff et Anna Jacquelard. Mais le plus grand nombre vient du peuple. En témoigne le fait que la majorité des femmes qui seront déférées devant les conseils de guerre sont des ouvrières. 756. Alors qu'on n'y dénombrera que 4 institutrices, 1 propriétaire, 11 marchandes et 33 patronnes de café ou d'hôtel. Une des décisions de la Commune qui toucha le plus les femmes fut, le 11 avril, le décret qui prévoyait une pension pour la femme, mariée ou non, de toute garde nationale tuée au combat, et pour ses enfants, reconnus ou non. Il y avait là, implicitement, une reconnaissance de l'union libre qui allait dans le sens du féminisme. Donc, nous sommes ici à un point fondamental de la Commune, une expérience vraiment nouvelle. Des gens humbles, des ouvriers, des ouvrières, le petit peuple donc, qui organise la société selon ses propres idées et l'intérêt de tous, et pas seulement celui d'une classe privilégiée. Des gens, les humbles, les petits, les sans grade, qui prennent leur destin en main. C'est insupportable pour Thiers, pour les Jules, pour les possédants. Si on ajoute que les communards ne respectent pas le caractère sacré, le dogme, le respect absolu de la propriété privée, il est évident qu'il n'y a pas d'alternative. Tina, vous dit Madame Thatcher, vous savez, there is no alternative. Ces gens-là, il faut les éradiquer. Enfin, il faut les éliminer, éradiquer leur cible. C'est une canaille qui ne mérite aucune pitié. Et Versailles va s'y employer. Thiers rassemble des troupes. Bismarck fournit généreusement des prisonniers de guerre. Il les regroupe dans des camps, le fameux camp de Satory notamment, sans contact avec le reste de la population. Et on explique à ces soldats qu'en face, les fédérés, ce sont des bêtes féroces, des partageux, qui veulent confisquer les terres de leur famille et de nous donner aux fainéants. Bref, on les soumet à un bourrage de crâne intense. Il existe des documents avec toute cette fabuleuse littérature. En face, la Commune fait preuve d'une naïveté désarmante. Elle ne profite pas du rapport de force largement en sa faveur à partir du 18 avril. Elle néglige par exemple d'occuper le fort du Mont-Valérien, qui est la clé de voûte de la défense de Paris. Plus tard, cette défense sera mal organisée, mal coordonnée, et la guerre civile surprend les fédérés. Pour eux, ça a été dit, la Commune est une fête. Les témoins parlent d'atmosphère de kermesse, de joie partout. La République sociale est là, elle va résoudre tous les problèmes. Et les troupes de Versailles vont y être sensibles, ils vont y adhérer, comme le reste du pays, à qui on envoie des messages, des émissaires, pour qu'eux aussi forment des communes. Las, de ralliement, il n'y aura pas. Les campagnes terrorisées restent tranquilles,
Et quelques villes, Marseille, Lyon, Toulouse, le Creusot, Narbonne, Saint-Étienne, proclament une commune, mais elles seront vite écrasées. Paris se retrouve seul. Thiers, et la classe dont il défend les intérêts, entend se venger de la sainte trouille qu'il a saisie. Mais il veut surtout éradiquer la vermine socialiste. Cette notion d'éradication, elle est fondamentale dans l'idée des Versailles. Ce sera la guerre civile, sans pitié. Thiers n'acceptera jamais de négocier malgré diverses tentatives. Et d'entrée, malgré les déclarations sur le jugement équitable des rebelles, etc., il laisse faire les massacres et les encourage même. Tout de suite, les Versaillais fusillent les prisonniers. Les premières escarmouches sont vers le 29 avril, les combats sérieux le 29 avril, les combats sérieux le 2 mai, et là, d'emblée, les prisonniers, il n'y a pas de prisonniers dans le camp de Versailles. On fusille. Alors la commune décide de prendre des otages, essentiellement des ecclésiastiques, tant l'anticléricalisme est fort parmi les partisans de la commune, qui n'oublient pas que c'est sur l'alliance du trône et de l'autel, du sabre et du goupillon, que Napoléon III bâtit sa domination. Et la commune menace de fusiller ses otages si on continue d'assassiner ses partisans. Thiers est ravi. Il y aura des martyrs à présenter à l'opinion publique. 80 otages seront exécutés fermés. C'est une tâche sur l'honneur de la commune, même si ces exécutions sont le résultat d'initiatives individuelles. Les diverses autorités de la commune n'ont jamais donné aucun ordre en ce sens. On accuse aussi les fédérés d'avoir incendié de nombreux monuments par haine et par dépit. Des groupes de femmes, les fameuses pétroleuses, s'en seraient chargées. Mais outre le fait que bon nombre, et en tout cas les tout premiers incendies sont causés par les obus incendiaires tirés par les Versaillais, les incendies des fédérés sont destinés à freiner l'avance des Versaillais ou tous les lieux de pouvoir, comme les Tuileries, qui étaient déjà d'ailleurs à moitié ruinées par les tirs de Versailles, la Cour des comptes, le palais de Légion d'honneur. Pendant la semaine sanglante du 21 au 28 mai, les combats sont acharnés. Le massacre s'accentue. Les Versaillais tuent sans discernement. Un exemple, dans les beaux quartiers de l'Ouest, ils fusillent des médecins hostiles à la commune, en position de classe, mais qui, en tant qu'honnêtes-hommes, ont choisi de soigner tous les blessés. Fusillés. Ils fusillent aussi de bonnes âmes charitables qui protestent ou cachent des proscrits par le quartier. Dieu reconnaîtra les siens. C'est la croisade contre les abigeois. Au total, 873 morts au combat, chez les lignards, chez les hommes de troupe, contre 3 000 à 4 000 chez les fédérés. Mais il faut rajouter 15 à 20 000 exécutions sommaires, dont des lynchages en règle, celui de Varlin par exemple, jusqu'au 7 juin. Un décompte précis est impossible. On enterre à la va-vite et sans trop se soucier de l'état civil. Et ces chiffres sont reconnus aussi bien par les héritiers de la commune que par les héritiers des assassins. Ensuite, on juge. Des tribunaux militaires sont installés et on condamnera à mort, malgré des témoignages de leur faveur, des hommes qui se sont interposés pour empêcher l'exécution des otages. Un exemple, on condamnera au bagne un opposant à l'Empire, critique envers la commune comme envers Versailles, Henri Rochefort. Malheur à celui qui ne choisit pas le bon camp. Parce que d'une manière générale, ces tribunaux ne s'encombrent pas de preuves, de témoignages. Les droits de la défense sont bafoués. Les accusés sont insultés non seulement par les procureurs, mais souvent aussi par les juges. Il s'agit de rabaisser, de salir ces bêtes fortes. Ça n'est pas toujours facile. Par exemple, on ne trouve, bien qu'ayant cherché, que 3 malheureuses pétroleuses, auxquelles on adjuge 2 pauvres prostituées afin de créer un amalgame. Pas de chance, elles prouvent aisément leur innocence. Elles sont quand même condamnées à mort. Un peu plus tard, elles sont graciées, tout de même. Au total, il y aura 43 500 arrestations. 1200 prisonniers meurent en détention avant leur jugement, tant les traitements auxquels ils sont soumis sont inhumains. Il y aura 265 condamnations à mort, malgré les purges de mai et juin 1871, 3800 déportés en Nouvelle-Calédonie, des milliers de condamnés au bagne, à la prison, dont des enfants. Beaucoup de condamnés par contumace se réfugient dans les pays voisins. Horrifiés par la dureté de la répression, sous les sous souvent de journalistes étrangers, les gouvernements anglais, belges, suisses, malgré leur peu de sympathie pour la commune, refusent de les extrader. Alors, que retenir de la commune, de ces femmes, de ces hommes qui montèrent à l'assaut du ciel? Leur candeur? Ils se sont imaginés que la révolution allait de soi. Ils ont oublié l'arme absolue, le trésor de la Banque de France, des milliards d'or qui, pris en étage,
plus sûrement que les misères, les pauvres capellans retenus à Sainte-Pélagie, auraient contraint Thiers à négocier. Ou plutôt, pourquoi ne pas retenir la formidable espérance que ces hommes et ces femmes ont incarnée? La minceur de leur œuvre concrète. Bon, Marx l'a bien dit finalement. La principale mesure de la commune, en fait, c'est d'avoir existé, c'est d'avoir lu. Et nous pouvons conclure, comme l'auteur de ce dictionnaire, dans la 4e de couverture, tout vient peut-être que la commune est plus durable qu'elle n'a duré, de sorte que sa lumière voyage encore. Donc, nous en venons à la matière même de ce dictionnaire que les éditions Lamourier ont republié, et on se demande bien pourquoi. Ce dictionnaire a existé, il a été dit tout à l'heure, c'est la 4e édition. Était-ce vraiment... qu'est-ce qui vous a motivé pour le 150e anniversaire de la commune de republier cette œuvre? Parce qu'elle avait disparu des rayons des libraires. Et moi, je l'avais lu, pas en 71, mais à la 2e édition. Et vraiment, ce livre était remarquable. Et on a pensé que c'était important aujourd'hui que l'on a besoin de ce dictionnaire pour bien comprendre la commune. Et pourquoi sous la forme d'un dictionnaire? D'abord, je vais peut-être dire 2 mots sur Bernard Noël avant de comprendre comment il en est arrivé là. C'est l'un des écrivains majeurs de notre temps. Poète, romancier, dramaturge, essayiste, il a signé plus de 100 titres. Et autant de livres d'artistes, car critique d'art, il a aussi beaucoup travaillé avec des artistes. Écrivain engagé, son œuvre transpire le politique. Son questionnement, que ce soit la manière dont il pense la langue, le corps, la relation à l'autre, le social, l'art, la culture et l'histoire, est intrinsèquement politique. Bernard Noël a donc écrit, pour célébrer la commune, ce dictionnaire en 1971. Après un travail de 2 ans de recherche, il a lu toute la presse qui est parue pendant les 72 jours de la commune. Ça représente 141 titres. Et ce livre deviendra vite une référence. C'est aussi pour ça qu'on s'y est arrêté. Et il sera réédité en 1978, en 2001, aujourd'hui par Lamourier. On peut se demander pourquoi Bernard Noël a choisi cette forme de dictionnaire plutôt que d'écrire une histoire de la commune. Alors il explique dans sa préface, qui commence par un très bel exergue de Karamzin, un historien, écrivain russe du XVIIIe siècle, qui dit « L'histoire est la seule science qui fait de l'homme un citoyen. » Et la citoyenneté aujourd'hui est un peu malade. Donc, c'est aussi, ça fait partie de notre motivation pour rééditer ce dictionnaire, pour le remettre en circulation. Et dans sa préface, donc, il s'explique là-dessus. Il y développe dans un premier temps une réflexion sur la représentation, l'écriture de l'histoire. Quelles déformations subissent les faits de par leur transmission? Une subjectivité rentre toujours en jeu, forcément. Cependant, quelles que soient les démarches des historiens, des écrivains, un seul but demeure qui est la vérité. Or, la vérité d'un événement, écrit Bernard Noël dans sa préface, se limite au fait qu'il a eu lieu. C'est donc son avoir lieu qu'il faut saisir autrement. C'est, autrement dit, tous les aspects de sa survenue dans leur concomitance. Comment élaborer un récit et confronter l'incapacité à la pluralité du dit récit avec la nécessité de cette même pluralité.
C'est ainsi que Bernard Noël a voulu tenter de dépasser cette contradiction en conduisant le lecteur à devenir un interprète actif, voire créateur, plutôt que de le cantonner à la lecture passive et définitive de l'histoire. Je vais directement donner la parole à Bernard pour ce développement. Très vite, donc, au cours de sa recherche, à la BNF, la lecture de la presse, les fiches commencèrent à s'accumuler. La forme tant recherchée s'imposa avec une évidence indiscutable. Le dictionnaire, et lui seul, donnerait à son lecteur le rôle que l'auteur rêvait de lui confier. Le dictionnaire, en effet, a l'avantage de ne fixer que des matériaux, en laissant le lecteur libre de leur assemblage. Il y a plein de renvois, en fait. On peut lire le dictionnaire, on va tout d'un coup voir un nom, un mot, et ainsi errer dans le dictionnaire pour faire soi-même l'histoire. Humblement. Et le dictionnaire ne fait pas des lecteurs des historiens, mais il leur permet d'être actifs dans leur compréhension, dans leur lecture. L'événement s'y démultiplie et retourne à cet état de chantier que l'histoire a pour habitude de nier en faisant de lui un monument fini. Sur ce chantier, le texte demeure en travail. Il permet d'établir des rapports entre toutes les parties de l'histoire, mais il n'achève aucun de ces rapports afin de s'en approprier l'intelligence et le mérite. Ceux-là sont laissés au lecteur. Pas de vérité toute faite, uniquement des relations que la lecture établit pour s'en aller à la recherche de la vérité. Voilà comment il explique sa démarche. Le pourquoi du dictionnaire, il était parti pour faire le dictionnaire de la guerre d'Espagne, le dictionnaire de la révolution russe, et puis voilà. Il n'y a pas eu le temps. Le paradoxe que l'on a dans ce livre, c'est qu'un dictionnaire, on a l'impression que c'est quelque chose de froid et d'objectif. Or, ce dictionnaire affiche ses positions, ou plutôt ses interrogations par rapport à la commune. C'est-à-dire que si Bernard Noël s'est attaqué à cet événement-là, c'est parce que pour lui, ça n'est pas un événement neutre, bien au contraire. Oui. Je voudrais, par rapport à la première partie de ta question, enfin de ton intervention, c'est dire que c'est un dictionnaire, par rapport à la rigueur des dictionnaires classiques, c'est un dictionnaire écrit par un écrivain, soucieux de la langue. Et ce qui fait que le lecteur se laisse plus facilement embarquer pour éventuellement le lire pendant un certain temps dans le déroulé du dictionnaire. Presque comme un roman, j'allais dire, mais avec une utopie, oui. Et effectivement, il n'y a pas de vérité. Il critique, enfin, comme disait Alain tout à l'heure, enfin, il y a des articles critiques, mais avec une telle humanité, avec une envie de partager ce qu'ont vécu les communards, que c'est jamais en termes d'accusation ou de jugement, ils cherchent à comprendre ce qui leur a manqué, ils cherchent à comprendre pourquoi si rapidement ça a été un échec, alors qu'il y avait un tel élan au départ, mais ils ont eu quoi ça a duré 72 jours, mais 3 semaines seulement, il ne faut pas oublier ça, avant qu'ils aient à organiser leur propre défense. Ils sont rentrés en guerre, enfin à cause de Versailles, qui a réprimé la commune. C'est pour ça que je peine un peu à parler de guerre civile. Ça a été un élan pacifique d'organisation sociale et une répression.
une des particularités de ce dictionnaire, je trouve, c'est qu'à côté des figures, des noms, des concours, des thèmes de l'enseignement, tout ça, tout d'un coup, il y a un mot. Par exemple, là, j'ouvre et je tombe sur le mot broyer, le verbe broyer. Et suit une citation de Louise Michel. Cela ne fait guère sensation quand on nous broie. Seulement, c'est là que cesse pour nous tout en part à être d'utiles projectiles dans la lutte révolutionnaire. Personne ne souffrant plus de ce qui nous arrive, rien ne nous arrête, j'en suis là, cela vaut mieux pour la cause. Et c'est là où on voit bien que c'est aussi un dictionnaire d'écrivains où des mots peuvent devenir des entrées. Avec tout leur sens. Avec tout leur sens. Qui est recontextualisé. Et il y a des citations comme ça de Cathy, ce que vient de dire Michel, mais il y a aussi des récits toute la journée du 18 mars. La journée du 28 mars, la proclamation de la Commune, occupe 4-5 pages, et là on est devant un récit, une belle prose. Il y a des portraits de Versaillais, de communards d'abord, et de Versaillais, bon, pas sur le même ton, hein, parce qu'on sent quand même que Bernard, ce qu'il défend. Et d'ailleurs, dès la première entrée de ce dictionnaire, il y a un article où le nom de la personne, peut-être tu vas nous le lire, Ahab, hein, on ne peut pas être plus avant dans le dictionnaire d'un nom qui s'écrit avec 2 A et un B, et il est là justement pour, grâce à ces lettres. Parce qu'il est inconnu et qu'il est représentant de tous les autres. Alors, on ouvre le livre à la lettre A, on trouve A-A-B. Pierre Eugène, né à Paris en 1835. Ce briquetier, élu capitaine de la garde nationale le 10 avril 1871, fut fait prisonnier par les Versaillais le 22 mai et condamné par le 3e Conseil de guerre le 22 décembre suivant à la déportation simple. Il fut ainsi l'un des 7496 communards condamnés à la déportation. S'il figure ici au lieu de tant d'autres, c'est que l'orthographe de son nom permet qu'il occupe en tête de ce livre la première place en manière d'hommage à tous ces hommes dont l'ordre prend près de 10 ans puis des morts vivants, après avoir fait de milliers d'autres des morts. L'ordre réprima pour l'exemple, ici, Ahab est donc également un exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Ahab, avec le A, témoigne pour les inconnus la nuit, et que la dernière entrée du dictionnaire, qui est zone, ouvre sur l'avenir. Je vous le lis, c'est une citation d'un certain Gustave Tridon, un texte de 1891. Il y a dans chaque peuple de grandes zones d'ombre et de sang, mais c'est toujours du côté où poindra le soleil de l'avenir. Et comme si c'était une manière d'orienter tout ce dictionnaire vers le moment où poindra ce point de l'avenir. Ce loin de l'avenir. C'est-à-dire que pour Bernard Noël, la commune n'est pas une histoire terminée. C'est pour ça que la dernière citation qu'elle a relevée, c'est bien sa fin. La commune est plus durable qu'elle n'a duré. Sa lumière voyage encore. Et en quoi alors est-elle On va essayer peut-être maintenant de resituer certaines questions soulevées par la commune. Et je vais lire l'article Idéologie. Principal. Où il essaie de pointer un peu ce que peut être, est-ce qu'il y a une idéologie de la commune? Idéologie. La tentation, surtout dans un dictionnaire, serait de ramener toute la pensée de la commune à une définition. C'est un vieux complexe. On veut posséder, on veut savoir. Toute notre tradition culturelle est une tradition de propriétaire. Il s'agit de s'approprier et vite l'essentiel. La commune est révolutionnaire en ce sens aussi qu'il n'y a pas moyen de la réduire à ce point. On peut énoncer les courants qui la composent,
Le jacobinisme, hérité de 1793, le blanquisme, le proudhonisme, un peu d'anarchisme et de marxisme. On peut aussi définir le communalisme. Mais la commune engendre un sens qu'elle ne contient pas tout entier, un sens qui la dépasse, mais qui n'existerait pas sans elle. Tout vient peut-être de ce que la commune est plus durable qu'elle n'a duré, de sorte que sa lumière voyage encore. Les options par rapport à la commune l'ont en effet infiniment prolongée. Relire Marx ou Lénine, c'est refaire la commune, relancer son élan le plus fécond, puisqu'elle représente, dans l'œuvre de ces deux hommes, le modèle de l'État révolutionnaire. Aussi, l'idéologie de la commune, l'idéologie pour nous, est-elle autant dans son après que dans l'événement lui-même. Paradoxalement, et sur un tout autre plan, la répression terrible de la commune, voulue par la bourgeoisie, devait s'inscrire dans l'histoire de cette même bourgeoisie comme un traumatisme dont elle ne s'est jamais guérie. En somme, la commune excelle. Et si la commune excelle, c'est que nous avons, nous, à faire avec son excédent. Où nous héritons de cet excédent et à nous de faire, comme dit la chanson, que la commune ne soit pas morte. Mais si on revient en arrière, on s'aperçoit aussi que la commune n'est pas quelque chose qui débarque tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a une longue histoire. Alain Tiberti a parlé des révolutions précédentes qui ont été matées dans le sang, 1848, et puis tout ce bouillonnement des idées, toute cette pensée qui est en train de naître, cette pensée socialiste, et un des lieux, semble-t-il, qui a préexisté à la commune, et où ces questions se sont débattues fortement, ce sont les clubs. Et il y a un article dans le dictionnaire où il est question de ces clubs. À la lettre C, on trouve le mot club. Sous la commune, des clubs s'ouvrirent un peu partout, excepté dans le 7e, le 8e et le 16e arrondissement. Mais ce fut dans les quartiers du centre, le 1er, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e arrondissement, qu'ils furent les plus nombreux. On ignore la composition sociale de leur public. Les artisans devaient l'emporter et les femmes étaient sans doute nombreuses, puisque c'est l'un des sujets des railleries versaillaises. L'entrée était parfois gratuite, mais plus généralement coûtait de 5 à 25 centimes, destinés à payer les frais de chauffage et d'éclairage. Les réunions se tenaient le soir, les lieux étaient divers, salles de classe ou d'université, salles de théâtre fermées, salles des fêtes ou de bal. Bientôt, quand le public se multiplia, on réquisitionna les églises, mais le matin et durant la journée, elles demeuraient librement ouvertes au culte. Les clubs se proposaient un triple but d'éducation, d'information et d'expression. Ils voulaient d'abord l'éducation du peuple par le peuple, car elle leur paraissait la condition même d'une liberté véritable. Pour cela, on proposait à la discussion des sujets allant des problèmes politiques immédiats et à des généralités comme le capital et le travail, moyens pratiques d'organisation, les obligations et les devoirs de la commune, la femme par l'Église et par la Révolution. L'important, c'est qu'on prenait au sérieux toutes les opinions émises et qu'ainsi le maniement des idées entrait dans la vie quotidienne, qu'il devenait naturel de penser, de parler, de s'instruire. Sur le plan de l'information, les clubs tenaient leur public au courant de tout ce qui concernait la vie de l'arrondissement et de la cité, mais la plus large place était faite aux nouvelles de ravitaillement et de la guerre contre Versailles. Les décisions de la commune étaient commentées au jour le jour, et chacun pouvait les critiquer, non pas comme au café du commerce, mais avec une efficacité que sanctionnait éventuellement le vote d'une motion, qui était portée le lendemain à l'hôtel de ville. Ainsi, les clubs remplissaient-ils leur troisième but, qui était d'exercer un contrôle sur l'État en le tenant au courant de la volonté populaire et en l'obligeant à en tenir compte. On remarque sur les clubs, si tu me le permets,
ces clubs qui se terrent parfois dans des églises le soir, ce qui permet aux Versaillais et à l'archevêché de Paris de crier au sacrilège, parce que agiter des idées dans une église, c'est un sacrilège. Il y a eu des clubs de toutes sortes, des clubs mixtes et des clubs, on dirait, genrés, des clubs de femmes. Je ne pense pas que M. Blanquer ou Mme Vital auraient toléré ce genre de choses. Et les résolutions prises, comme tu disais, ont été apportées à l'hôtel de ville, au siège de la commune, et examinées avec autant d'attention que émanant d'autres clubs, y compris des clubs parfois uniquement d'hommes. Hein. Mais là, déjà, il y a eu une volonté de, comment dirais-je, de privilégier un certain nombre de paroles qui ne pourraient pas s'exprimer si elles étaient noyées dans une grande masse. Et ça aussi, c'est une leçon de la commune. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, ce sont des clubs un peu informels, mais tout ça va petit à petit se couler, essayer de se couler dans des sortes d'organismes de pouvoir, quand même. Parce qu'il va bien falloir un peu gérer cette commune. Alain disait que, bon, on avait beaucoup parlé et qu'on avait peu agi, mais 72 jours dans un siège avec mener à la fois la guerre et la réflexion politique, on retrouvera ça en Espagne, hein, à Barcelone, où la question va se poser exactement de la même manière, c'est-à-dire mener la révolution politique et tout en menant la guerre. Et là, néanmoins, dans ce conseil de la Commune de Paris, il va se passer énormément de choses. Il a des questions dans le dictionnaire. Il y a une effervescence. Un article du dictionnaire sur le conseil de la commune qui nous fait partager la composition du conseil de la commune. Et ça, c'est très intéressant. Il y a eu des démissions, hein, assez vite, entre autres de la bourgeoisie, parce que ils ne savaient pas bien où ils mettaient les pieds quand ils s'étaient proposés pour gérer la commune. Et puis des morts, malheureusement, hein, Florence, enfin, dès le 18 mars, il y en a deux, c'est Florence et Franquet. Ils sont morts assez vite. Donc, je vais vous donner quelques lignes sur la composition du conseil de la commune au départ. Les intellectuels et les hommes de profession libérale, il y a 12 journalistes, 2 peintres, un architecte, un ingénieur, 3 avocats, 3 médecins, un pharmacien, un vétérinaire, sont d'accord sur l'essentiel avec les ouvriers. 6 métallos, un bronzier, 2 chapeliers, un teinturier, un menuisier, 2 relieurs, 2 typographes, 6 cordonniers, un vannier, un chaisier, 2 bijoutiers. Les artisans, au nombre de 12, les employés, un cheminot, 3 comptables, les commerçants, 4 divers, plus un brocanteur et un parfumeur. Tous veulent installer une commune autonome qui servira d'exemple pour la libération, puis la fédération de toutes les communes de France. C'est dire s'ils sont imprégnés de proudhonisme, même si les uns voient surtout dans la commune l'instrument de l'égalité sociale et les autres de la garantie de la liberté individuelle. Ils sont également d'accord sur la suppression de l'armée permanente, la laïcisation et la gratuité de l'enseignement, l'éligibilité et la responsabilité des fonctionnaires et la création d'un gouvernement à bon marché, mesures révolutionnaires qui feront l'objet des premiers décrets. C'est-à-dire que dans ce creuset, hein, dans ce moment d'histoire extrêmement particulier, je pense qu'on a énormément de mal à imaginer ce que ça peut être. C'est-à-dire une situation de guerre totale où les gens ont encore le courage, l'énergie d'imaginer l'avenir. Et quand ça s'est durci, quand les Versaillais sont entrés dans Paris et qu'il a fallu se défendre, là il y a eu des tensions, des divergences. Et c'est là que le conseil de la commune s'est séparé entre une minorité et une majorité. Une majorité plus autoritaire, plus
de salut public, sous le modèle un peu de la révolution de 1793, pardon. Et la minorité qui une charte, enfin qui regrettait le contrôle du peuple. Le comité de salut public a éloigné le conseil de la commune des clubs, des assemblées et de la volonté populaire. Mais en même temps, il y avait une urgence telle militaire que bon, c'est pas alors pareil, de la part de Bernard Noël, c'est jamais un terme de jugement. Il décrit les divergences, il explique, il tente d'expliquer sans et laisse au lecteur sa quête de vérité, puis ça peut servir d'expérience aussi concernant ça aussi, que les divergences peuvent nous enrichir aussi nos réflexions et nos actions pour... Mais la question du pouvoir, de la prise du pouvoir, de maintien du pouvoir, et comme dans toute la révolution, elle est centrale. Hein, et donc, à la lettre P, pouvoir, Bernard Noël insère plusieurs citations, dont celle-ci de Louise Michel, dans La Commune, Histoire et Souvenir. Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'eût été la Commune. Composée d'hommes, d'intelligence, de courage, d'une incroyable honnêteté. Le pouvoir, incontestablement, les annihila, ne leur laissant plus d'implacable volonté que pour le sacrifice, ils surent mourir héroïquement. C'est que le pouvoir est maudit, et c'est pour cela que je suis anarchiste. Il va y avoir à partir de la Commune d'ailleurs, toute une réflexion sur les types de pouvoirs possibles, et d'ailleurs toute la composition du Conseil de la Commune était faite tu l'as dit tout à l'heure, de conceptions très divergentes dont le siècle d'après va voir les différentes confrontations. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que pendant ce temps-là, il y a la guerre, il y a les débats, les empoignades, tout ça, mais en même temps, Courbet nous parle de ravissement. Alain, Oui. tu peux donner un article ravissement? Paris est un paradis. Oui, je vais vous lire l'article ravissement. Non, mais je pensais à cette idée selon laquelle la commune, c'est aussi une fête. Avec tout ce que ça comporte de tragédie, comme dans toute fête. Alors Courbet écrit ceci, Gustave Courbet écrit dans une lettre à ses parents le 30 avril 1871. Il écrit ceci: Paris est un vrai paradis. Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune façon, point de dispute. Paris va tout seul, comme sur des roulettes. Il faudrait pouvoir rester toujours comme cela. En un mot, c'est un vrai ravissement. Et c'est vrai que cela fait écho à des moments qu'on a pu vivre dans une lointaine jeunesse. Tu disais, Bernadette, que Bernard Noël avait sans doute entrepris ce dictionnaire suite à une déception de mai 68. Comme si mai 68 aurait pu être quelque chose de ce même... mais n'avait pas accouché d'une telle puissance. Oui, il a voulu comprendre pourquoi. Aussi, l'échec de mai 60. Enfin, lui, je mettrais échec entre guillemets, parce que du côté des femmes, mai 68 a laissé tellement de traces positives que c'est pas complètement un échec. Mais voulant comprendre mai 68, il est retourné à la commune pour comprendre la commune, pour comprendre comment on pouvait avancer dans ces échecs successifs et un jour voir peut-être une révolution qui aboutisse à nous, plus près de nos rêves. Parce que pendant que la fête et les débats se déroulent, autour de Paris, ça s'active.
et M. Thiers est à la manœuvre. Hein. M. Thiers est à la manœuvre. Et un de ses ennemis, dont il sait qu'il faut absolument se débarrasser, c'est notre pays, Auguste Blanqui. Puisque dès le début de la Commune, Thiers va faire arrêter Blanqui. La veille, comme quoi le 18 mars, c'était une stratégie de Thiers, un piège pour Paris. Et il a fait deux choses pour se garantir la réussite de son stratagème. Il a libéré 300 prisonniers, et il est allé chercher Thiers, qui était en train de... il est allé chercher Blanqui, qui était en train de se reposer chez sa sœur depuis la sortie de la prison, le 17 mars. Donc il savait que Blanqui pouvait être la tête que tout le monde attendait, qui aurait organisé la défense militaire, la défense armée de Paris. Et sans Blanqui, ça lui assurait effectivement une victoire. Alors sur Blanqui, vous pourrez bien sûr vous rapporter au formidable livre publié aussi par l'édition Lamourier, Blanqui et l'enfermé, de Gustave Geoffroy, qui est un splendide roman, une vie, Blanqui l'enfermé, puisqu'il va passer la moitié de sa vie en prison. Et pour dire quand même la place qu'avait Blanqui dans la société française, il y a un long article Blanqui dans ce dictionnaire, et Bernard Noël rappelle que plus de 100 000 personnes suivirent ses obsèques. Car la classe ouvrière voulait rendre hommage au plus grand révolutionnaire français du XXe siècle, qui avait consacré sa vie à la libérer, à l'éduquer, et qui avait payé cette fidélité de 43 ans et 2 mois de prison ou de résidence surveillée. Mais Blanqui c'est aussi l'homme d'une doctrine, d'une réflexion. Blanqui a manqué à la Commune aussi parce que c'était un organisateur militaire, et qu'il aurait pu donner un peu de cohérence à... il avait énormément écrit là-dessus, en tout cas. Il avait réfléchi. Dans le livre, Gustave Geffroy, qui est un contemporain à Blanqui, Gustave Geffroy a commencé, quand il allait dans les clubs, justement, il avait 17 ans. Et après, quand Blanqui est mort, il est allé sur ses traces et il a interviewé tous les gens qui l'ont connu. Et... oui, pourquoi je disais ça? Parce que... Je crois que Blanqui a surtout manqué. Non. Parce que, bon, soyons clairs, toutes ces tentatives d'insurrection ont échoué. Blanqui, c'est aussi, quelque part, l'échec. C'est pas le genre de type qui demandait vraiment la vie de tout le monde. En ce sens, je crois qu'il aurait peut-être dénoté dans la Commune. Mais il y avait une chose, et là, Thiers ne s'y est pas trompé. C'est un type qui sentait venir les coups. Lui, il savait très bien, le 18, qu'avec la proclamation de la Commune, jamais Thiers ne les laisserait tranquilles. Et donc, il aurait dit, il faut se défendre. Et la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Cela dit, ça c'est sûr. Cela dit, aurait-il été suivi? En attaque à Versailles, est-ce qu'il aurait eu des sympathies en face? On n'en sait trop rien finalement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, soyons clairs, les communards ne se seraient pas présentés comme l'agneau qu'on a gorgé. Parce qu'il y a un peu de ça dans la Commune. On l'a dit souvent, le sens du sacrifice, la réalité terre à terre. Or, à ce niveau-là, Blanqui, lui, il était réaliste. À l'article Blanquisme, bien qu'il n'ait jamais donné un exposé systématique de ses conceptions, ses écrits divers et ce que l'on sait de lui forment une doctrine dont s'inspirèrent des milliers de militants et qui ont joué un rôle déterminant dans l'idéologie de la Commune. Marx reconnaissait que Blanqui était la tête et le cœur du parti prolétaire en France, et Engels insistait, disant qu'il était le seul homme capable d'être à la tête du mouvement révolutionnaire en France. Cette doctrine comporte une théorie de la révolution, de la société et de la dictature révolutionnaire. Et donc cet article essaie de définir le matérialiste qu'est Blanqui, à l'opposition de beaucoup de socialistes
de l'époque. Et cet article se termine par une citation de Blanqui concernant la construction de la société future et du communisme. Et Blanqui écrit « Occupons-nous d'aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas, ne nous regarde pas. Notre seul devoir est de lui préparer de bons matériaux pour son travail d'organisation. Le reste n'est plus de notre compétence. » Pour en venir, on parle d'une des personnes de la commune, parmi les personnalités très connues, mais il y a aussi, dans ce livre, et ce qui en fait l'extrême richesse, un tas de portraits de personnes dont moi je n'avais jamais entendu parler, et qui sont vraiment des gens remarquables. Par exemple, il y a cette Madame Dimitriev. À la lettre D. Une amie de Marx. 1h10. Elisabeth. 1h10. Elle est née donc en Russie, dans la province de Pskov, en 1851, et elle mourra en Sibérie en 1910. Fille illégitime d'un officier qui avait de grands domaines, elle reçut une éducation à Saint-Pétersbourg, milita dans les cercles socialistes. Elle contracta un mariage blanc avec le colonel Tomanovski, afin de pouvoir voyager à l'étranger. Elle se rendit en Suisse, où elle participa à la création de la section russe de l'Internationale. Déléguée à Londres pour rencontrer Marx, elle se lia intimement avec lui et sa famille. Ce fut Marx qui l'envoya en mission d'information à Paris en mars 1871, comme représentante du Conseil général de l'Internationale. Elle y fut très active et devint l'une des animatrices de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Elle appartint à la commission exécutive de cette union et s'occupa tout particulièrement de l'organisation des ateliers coopératifs. Elle réclamait l'égalité des sexes, l'égalité des rémunérations et rêvait de créer une internationale des femmes pour promouvoir cette égalité. Les rapports de police la décrivent comme habituellement vêtue de noir et toujours d'une mise élégante. Elle avait à peine 20 ans. Elle était grande, blonde et admirablement belle. Elle prit part au combat de rue de la Semaine sanglante, soigna Frankel, blessé Faubourg Saint-Antoine, retourna sur les barricades. On ignore comment elle réussit à quitter Paris et la France, sans doute pour Genève, où elle avait organisé une section russe de l'Internationale. Rentrée en Russie en octobre 1871, elle épousa un condamné à la déportation et le suivit en Sibérie. Elle-même, en France, fut condamnée par contumace le 26 octobre 1872 à la déportation dans une enceinte fortifiée. Une autre femme, à la lettre B, Brochet Victorine. C'est celle du film. Oui, C'est celle du film qui Les Dames passait de la sur Commune. Arte. voilà, Victorine. Voilà, les dames Par de la la commune. voix de Yolande Moreau. Fille d'un cordonnier, Pierre Malenfant, qui participa à toutes les luttes républicaines contre la royauté et l'Empire et qui dut finalement s'exiler, elle partagea très jeune ses idées et son combat. Elle milita pour les coopératives ouvrières, fut liée avec Frankel, Assy, Varlin et durant le siège servit comme ambulancière. Pendant la Commune, elle reprit du service dans les ambulances et passa toute la semaine sanglante sur les barricades. Elle échappa au massacre et s'exila en Suisse. Elle a publié en 1909, sous le nom de Victoria B., Souvenir d'une morte vivante. C'est un témoignage sur la vie et la pensée d'une ouvrière de la Révolution de 1848 à la fin de la Commune. Mais c'est aussi par son caractère simple et direct, une œuvre littéraire unique dans le genre des mémoires, car elle y fait entrer le monde sans voix de ceux qui font l'histoire et ne l'écrivent pas. Et ces femmes, leur importance dans la Commune, Alain Thiberti l'a parlé dès le début, c'est qu'elles vont porter un poids terrible au moment des assassinats et des massacres.
à la lettre V. À la lettre V, on trouve non pas le nom d'une femme, l'expression vite fait. Et c'est un extrait du livre de Paul Ginesty, Paris intime en révolution. Et c'est l'histoire de Henriette Tout-le-Monde. Voilà. Elle a un surnom, mais pas de nom. Elle dit, avec calme, « Monsieur l'officier qui tutoyait les femmes, est-ce que vous croyez vraiment me faire peur ?» Le petit lieutenant eut un geste de colère. « Enlevez-la !» fit-il d'une voix mauvaise. « Que ce soit vite fait, qu'on ne l'entende plus !» Et ce fut vite fait, comme il l'avait ordonné. On la poussa au pied de la barricade. Impassible, elle cria « Vive la Commune !» devant les fusils s'abaissant, et elle tomba foudroyée. Pour elle, les soldats avaient eu la coquetterie de viser, et il n'y avait pas eu de balle perdue. Et pour continuer sur la semaine sanglante, à la lettre E, embrasser. On venait de perquisitionner dans une maison. Les soldats en avaient extrait un combattant des derniers jours dénoncé par quelques voisins. Cet homme savait qu'il allait mourir. Il s'adressa à un chef de bataillon qui guidait les recherches et lui demanda, comme suprême grâce, d'embrasser sa femme et ses enfants. Le commandant hésite un instant, puis sourit et ordonne de faire descendre la famille. À peine est-elle en bas de l'escalier, se précipitant vers le malheureux qui va périr, « Fusillez-les tous !» crie l'officier. Pêle-mêle, on égorgea le mari, la femme, les enfants. D'après Paul Martin, souvenir d'un insurgé. La fin terrible de la Commune, de cette manière, paradoxalement, renforce son éclat pour nous qui venons après. Et c'est là-dessus qu'on pourra débattre. Depuis, on ne cesse de débattre sur les raisons de l'échec de la Commune. Bien sûr, il y a la puissance en face, mais pourquoi ils n'ont pas pris l'argent de la Banque de France, pourquoi cette incapacité d'organisation militaire, pourquoi. Et peut-être pour clore notre rencontre, on pourrait, puisque le mot figure dans ce dictionnaire, le mot erreur. Alain, tu pourrais nous lire le mot erreur, s'il te plaît? Le mot erreur, c'est pas une théorie, c'est voilà. C'est extrait d'un livre. Comme tous ces mots pris dans le dictionnaire, je viens de lire embrasser, erreur, pouvoir, ce sont ravissement, ce sont à la page 317 du dictionnaire, C'est des communards. Entre épargne et espion, on trouve le mot erreur. La première erreur de la Commune, celle dont toutes les autres découlèrent, fut de se constituer beaucoup trop en gouvernement, de se considérer comme une assemblée souveraine ordinaire et de vouloir légiférer, agir, en vertu de son exclusive initiative, quand elle n'aurait dû se considérer que comme le pouvoir exécutif du peuple de Paris. En se réunissant en séance secrète, où le peuple ne pénétrait point, en ne publiant pas même au début le compte-rendu de ces discussions, elle s'isola. Et son isolement permit à quelques personnalités d'exercer une influence prépondérante sur l'Assemblée, donnant une importance qu'elle n'aurait jamais dû avoir aux opinions privées, aux tempéraments individuels de ses membres. Si nous étions restés sous l'œil du peuple, si nous avions introduit parmi nous le grand courant de l'opinion publique, toutes ces différences se seraient noyées dans ce courant. Nous n'eussions eu qu'à dégager les aspirations, les volontés de la foule, qu'à les traduire en faits, et le désaccord entre nous eût été 100 fois moins marqué, puisque tous, nous étions les serviteurs dévoués du peuple, puisque tous, nous ne cherchions que son salut, son triomphe. C'est donc de Arthur Arnauld.
dans un livre qui s'intitule « Histoire populaire et parlementaire de la commune ». Rester sous l'œil du peuple, on peut peut-être conclure sur cette belle aspiration qui est souvent déjouée, mais à laquelle on ne cesse d'aspirer, n'est-ce pas, Alain Thibertier? Absolument. La commune, ça reste une espérance, parce que les gens qui ont combattu ont imprimé leur marque là-dessus. La preuve, les adversaires n'ont pu que baver. Ils n'ont jamais été capables de regarder d'une façon critique ce qu'il peut y avoir de noble, de généreux, d'intéressant. Au contraire, lorsque parfois ils ont trouvé en tout cas, ces gens-là meurent bien. Ils considèrent ça comme des erreurs, plutôt que comme des marques de noblesse d'une idée, noblesse d'une action. Et ça marque quand même, la commune montre à quel point, quand même, notre pays est divisé en classes antagonistes, et que, comme dit la chanson, la révolution n'est pas une soirée de gala, et que le pouvoir au peuple, il faudra que le peuple aille le chercher sans se faire d'illusions, et aussi sans se couper en multiples fractions. La lutte des classes, ça ne veut pas dire forcément qu'elles doivent constamment se battre les unes contre les autres, et à un moment, il faut trouver des compromis pour avancer plus loin. Au début, à la commune, ça y était. La preuve, l'élan, les élections, lui donnent une très large majorité aux révolutionnaires. La plupart des idées, justice sociale, le travail pour tous, le travail justement rétribué, ça ne pose pas de questions. C'est ensuite, lorsque la question du pouvoir se pose, telle que le définit Louise Michel, que ça commence à se déliter. Et c'est là, je pense, que les révolutionnaires à venir doivent travailler pour voir comment ces contradictions peuvent déboucher sur des progrès et non pas sur des échecs. Peut-être pour un dernier mot, on peut juste rappeler que notre président Emmanuel Macron a célébré ce qui pour lui la fondation de la République en 1870 par Gambetta, oubliant la première République, mais surtout la fondation de cette République qui va massacrer la commune. Bon, malgré la crise sanitaire, on continue donc notre activité d'éducation culturelle populaire, de la connaissance. Donc, les Amis de la Liberté, en partenariat avec les éditions Amourier, nous vous remercions de cette prestation qu'on va diffuser largement. Voilà.